Le patrimoine, c'est ce bien propre, une richesse, on peut dire, d'une personne, que son patrimoine, c'est son intelligence. Il est de facto ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, le patrimoine culturel d'un pays, matériel et immatériel, un bloc de biens, droits et obligations pouvant avoir une valeur économique d'avance, symbolique et affectueux, dont une personne ou un groupe peut être titulaire. Le patrimoine, c'est aussi le matrimoine. Parlons-nous pas de la mère patrie, celui que je reçois aujourd'hui a un rapport passionnant au patrimoine. Il est architecte, écrivain, passionné d'histoire, surtout de celle de Bamako. C'est Sébastien Philippe, écrivain franco-malien. J'insiste, franco-malien. Mesdames et messieurs, vous êtes sur TM1, c'est l'heure de vous cultiver et vous êtes sur Culturez-vous. Bonjour Sébastien. Bonjour Dia, merci de m'accueillir. Merci d'être sur ce plateau. Inissou? Banissou. Il l'a bien dit. Bravo. Merci. Merci de vous prêter à ce jeu de questions-réponses sur votre passion du Mali, de Bamako. Vous arrivez très jeune à Bamako et vous tombez littéralement amoureux de ce pays, de ses traditions. Un petit flashback de cet amour. En effet, donc j'ai 23 ans quand je mets mon premier pied au Mali, mon premier pied en Afrique, je dirais. Et c'est vraiment un coup de foudre pour moi de découvrir la culture malienne. Déjà l'accueil, le Yatiguia, donc l'accueil du peuple malien, l'accueil qui m'a été réservé à l'époque. Je me rappelle des sourires, notamment, qui m'ont vraiment interpellé à l'époque. Et puis ensuite, ce sont les valeurs que j'ai découvertes ici, les valeurs maliennes, les valeurs familiales de la société malienne. Pendant la préparation de cette émission, nous avons eu 1h30 de conversation très agréable sur l'histoire de Bamako, sur vos livres, évidemment. Et votre quête du savoir, c'est aussi en écoutant des histoires. Ça n'aide là aussi. Oui, tout à fait. Depuis tout jeune, j'ai eu cette quête d'écouter les anciens. Donc déjà même dans ma propre famille, étant tout jeune, je passais des heures avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents à les écouter, contrairement à mes cousins qui avaient pourtant le même âge que moi, mais qui avaient d'autres occupations. Et moi, je passais du temps à écouter ces anciens. Et c'est ça aussi que j'ai retrouvé ici, la place de l'ancien dans la famille malienne notamment. Et c'est important, cette place de l'ancien. Et puis surtout, à une période, vous me le disiez l'autre jour, surtout à une période de la vie de la nation française où justement le contact avec les anciens commençait à se perdre, le pied au Mali. Oui, bien sûr, oui. C'est exactement ça. Je m'en suis rendu compte après, que finalement c'était aussi ce rapport aux anciens. Malheureusement, en France, nos anciens finissent hélas trop souvent leur vie en maison de retraite. Ici, la maison de retraite n'existe pas. L'ancien vit jusqu'à ses derniers jours au sein de la structure familiale. Dans sa maison, exactement, dans sa famille. Tout à fait. Et il y a une pièce centrale oui. dans la famille. Et c'est ça qui, je trouve, très important pour la transmission. Et vous nous avez apporté vos livres, on va les regarder. On commence par lequel? Alors le premier, oui. qui est sorti il en y a 11 ans, voilà. Une histoire de Bamako. Un bijou historique parce qu'il y a tant de photos dedans en même temps et d'histoire aussi. Oui, le fruit de beaucoup de recherches, près de 8 ans de recherche depuis mon arrivée au Mali en 2001. Dans les archives de Bamako? Oui, dans les archives nationales, mais aussi les archives nationales du Sénégal et puis les différents centres d'archives en France. Parce que les archives justement qui nous permettent de conserver tout ça viennent justement du Sénégal, du Haut-Sénégal, Niger. Oui, voilà. Donc qui comportait aussi le Mali. Tout à fait. À l'époque. Bon ben voilà, on vous le conseille. Très beau livre et pratiquement épuisé au Mali, mais on peut trouver quand même. Hein. Oui, encore. Il reste quelques exemplaires, mais je réfléchis à une mise à jour parce que depuis 2009, il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle de la ville de Bamako. Et puis surtout, Bamako a changé. La démographie galopante, l'urbanisation chaotique. La ville a changé. Peu aussi. C'est important aussi de porter... Les nouveaux quartiers qui ont poussé. Oui, la ville s'étend énormément et les infrastructures changent. On aura le temps de parler de Bamako et du rapport avec
nos Djatigi, les Niaré, Touré, etc. Et aussi ce livre sur Ségou. Paru en 2013, Voilà. donc sur la région de Ségou. Ségou Voilà. est une région d'histoire. Tout à fait, des origines aussi, et jusqu'en 2013, le développement urbain de la ville de Ségou. Oui, ça a beaucoup changé aussi. Oui, tout à fait, et c'est intéressant de savoir comment la ville s'est formée. Mais c'est quoi le regard justement de l'architecte qui se pose sur Ségou, la ville de Ségou qui change, mais aussi qui a su garder son âme authentique? Oui, tout à fait, Ségou conserve encore presque, je dirais, dans son jus, son architecture coloniale. Bien sûr. Et donc, il y a ces différents quartiers qui sont encore très, très agréables à visiter avec ces grands arbres. Et Les Bamako Balanzans. était comme ça autrefois. Et voilà, le contexte urbain a été différent, mais c'est vrai qu'il est important de préserver ce côté de Ségou authentique. Authentique, qu'on peut visiter, revisiter. Et l'avantage est que Ségou est aux portes de Bamako pratiquement. Et voilà, C'est paru Koulouba. en 2017. Ouais. Koulouba, le palais du Mali. Et très beau livre aussi sur l'histoire en même temps de Koulouba et même aussi l'histoire de Bamako, parce que ces deux collines, hein, en même temps le point G et le point F, on en parlera tout à l'heure dans une des rubriques de cette émission. Et il s'agit de la rénovation dont vous avez été le maître d'œuvre, justement, de la rénovation du palais de Koulouba. Tout à fait, Ouais. exactement. L'histoire du palais jusqu'à nos jours, donc jusqu'à la profonde réhabilitation, voire reconstruction du palais ces dernières années. Et jusqu'au petit musée qu'il est aujourd'hui. Tout à fait, oui, avec la constitution d'une collection d'œuvres d'art 100% maliennes. Dans chaque pièce du palais, il y a au moins une œuvre d'artistes maliens contemporains. Immortalisé au sein de notre palais. Tout à fait. Eh ben, c'est magnifique. Et le dernier... Les symboles de la République du Mali. Et là, on parle. Est-ce que ces symboles, c'est l'armée ou ce sont les symboles que même les civils peuvent s'y retrouver? Oui, bien sûr, parce que les symboles de la République, ce sont tous ces symboles qui ont été créés aux premières années de l'indépendance. Donc il n'y a pas que les symboles, les insignes militaires, les ordres nationaux, mais il y a également l'hymne national, il y a même les couleurs du drapeau. Voilà, toutes ces choses-là Il y a l'aigle dedans? Oui, l'aigle, bien sûr, les aigles du Mali, oui. Bien sûr, on a gagné hier, c'est pourquoi on en parle. Et enfin, le premier roman. Oui, alors... pour l'honneur d'Adèle. Un exercice tout différent. Et oui. Parce que là, c'était mon premier roman qui se passe entre Nantes, ma ville d'origine en France, et l'île de la Réunion. Et voilà, donc je me suis lancé dans ce nouvel exercice qu'est le roman. Et voilà. Pour l'honneur d'Adèle, justement, c'est le roman qu'on vous propose à la lecture cette semaine. On en parlera dans quelques instants. Vous aimez la musique? Oui, bien sûr. La musique malienne. Tout à fait. Vous m'en avez cité deux d'auteurs. Bon, il y en a plein, mais on m'en a cité deux. J'en ai choisi un que tout le monde aime. Il fait l'unanimité. Tout à fait. Salif Keïta, c'est la bande son et c'est Moussolou.
Voilà une belle chanson, une poétique à la femme malienne, la brave femme malienne, celle qui se lève à 5 heures du matin ou au chant du coq et ne se couche qu'après tout le monde. Très belle chanson malienne. Et pourquoi Salif Keïta et Habib Koité? Alors, Salif Keïta, parce que c'est avant de mettre mon premier pied au Mali, j'avais quelques amis maliens, bien sûr. Je connaissais une famille malienne en France et j'avais entendu parler de Salif Keïta. Donc, je connaissais Salif Keïta avant de venir au Mali. Ah, Voilà, j'avais déjà entendu certaines de ses chansons et que j'ai appris ensuite à redécouvrir ici. Et Habib Koité, parce que voilà, Habib Koité, je l'ai découvert une fois arrivé au Mali. Et j'ai eu même l'honneur de travailler avec lui sur un projet architectural. Et donc voilà, aussi bien l'un que l'autre, j'ai depuis aussi, en plus de leurs œuvres, appris à les connaître son personnellement. centre là? Son centre? Le centre d'Habib Koité? Oui, oui. Il est beau ce centre. Un projet auparavant, Ouais. un autre projet. Construit dans l'idée de l'architecture soudanaise. Enfin, il y a les attraits de l'architecture soudano-sahélienne oui, tout à fait. quand même. Ouais. Une grande cour. Bon, on va arrêter là parce que du coup, on ne parlera que d'architecture soudano-sahélienne et qui est une de vos spécialités, bien évidemment. Le patrimoine. Le patrimoine, entre autres. Voilà, préservation du patrimoine. Mais parlant de préservation du patrimoine, c'est l'heure de votre rubrique Destination culturelle et nous partons à Koulouba. Connaissez-vous l'histoire de Bamako et de Koulouba? Armement de toboggan, embarquement immédiat pour la grande colline Koulouba en langue bambara. Le palais de Koulouba fut construit entre 1904 et 1908 pour abriter les bureaux et la résidence du gouverneur de l'administration coloniale au Sénégal-Niger. Vous pourrez admirer la ville de Bamako depuis une vue panoramique depuis Koulouba. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet édifice à travers cette émission. Et si on abordait la fabuleuse histoire de la rénovation, on en a parlé en substance, mais
Enfin, j'imagine que c'est de l'émotion en même temps que de toucher un patrimoine aussi immense, qui contient tant d'histoires et d'histoires de vos deux pays, française et malienne. Tout à fait. C'est vrai que c'était très émouvant de travailler au quotidien dans cet édifice et de le retrouver, puisque j'avais visité le bâtiment une première fois en 2005 lors du centenaire du palais présidentiel qu'avait souhaité le président ATT. Donc j'étais entré dans le palais à cette occasion, déjà c'était un grand honneur à l'époque, et là le retrouver, dans un mauvais état, puisqu'il avait subi les conséquences du coup d'État de 2012, donc il a fallu faire une réhabilitation très profonde, puisque au final, seuls les murs de 1904-1908 ont été conservés. D'accord. Et donc voilà, on apprend beaucoup dans cette émission aujourd'hui. J'ai beaucoup appris en la préparant aussi, ce qui va me faire annoncer la prochaine rubrique, c'est qu'il fallait lire. Et ce qu'il fallait lire, bien évidemment, c'est pour l'honneur d'Adèle. Pour l'honneur d'Adèle, de Sébastien Philippe, mon invité, est le livre de la semaine. Alors qu'il est une période charnière de sa vie et plutôt dans une phase difficile, Hugo hérite avec surprise d'une maison à Nantes dans la succession d'une grande tante qui lui était inconnue. Mais avec sa demeure, cette dernière lui lègue également une chevalière armoriée accompagnée d'une mission qui le plongera dans les archives méconnues de l'histoire de sa famille. Sa longue et riche enquête à travers les siècles et les continents le mènera jusqu'à ses origines dans la lointaine île de la Réunion. Voilà un livre qui donne envie de voyager, de découvrir le monde. Nous vous le conseillons vivement. Un excellent livre à découvrir et ce qui me fait me retourner vers vous. Il y a une prégnance, on l'a abordé aussi, de la dimension recherche dans votre démarche, on va dire là, artistique, et même artistique de l'autre côté aussi, qui est en toile de fond pour l'honneur d'Adèle. Oui, tout à fait. Le travail de recherche est à l'origine aussi bien de mes livres d'histoire sur le Mali que ce roman. Depuis tout jeune, je fais des recherches en archives. Donc ça a commencé par les recherches sur ma propre famille, sur mes origines, dans un travail en archives, dans les archives d'état civil, etc. Et donc c'est ce qui m'a amené à faire de la généalogie. Je suis passionné de généalogie. La généalogie, c'est l'origine, l'étude de ses origines, la recherche de ses origines. Et donc c'est également ces recherches en archives qui m'ont amené à écrire ces ouvrages sur l'histoire du Mali, avec les découvertes que j'ai pu faire dans les archives. Et est-ce que c'est évident, justement, parce que cette démarche n'est pas très le fort, on va dire, des sociétés d'oralité, est-ce qu'avec l'oralité, on peut retracer, justement, la généalogie? Alors oui, je me suis posé la même question. Tous mes ouvrages partent de questionnements personnels. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut faire de la généalogie au Mali ? Et on trouve des sources écrites, on en trouve. Il y a des actes de l'état civil, pour la période, bien sûr, pour le XXe siècle. Et on peut retrouver et coupler ça avec la tradition orale, bien sûr, que peuvent nous raconter les griots, que les anciens peuvent aussi nous raconter. Et on peut retracer l'histoire d'une famille. Et ce qui m'amène vers la généalogie de la ville de Bamako. Nous repartons vers Koulouba, 1899, ça vous parle sans doute, et c'est l'histoire de Koulouba. 1899 est le chiffre de la semaine. Sur une altitude de 460 mètres, selon le plan du capitaine Delano, le point F, Koulouba surplombe la ville de Bamako, alignée sur le point G, tous deux au nord de la cité de Trois-Caïmans. En 1899, le lieutenant-gouverneur Edgar de Trintignant prend l'initiative de construire une cité administrative. En 1960, le président Modibo Keïta décide de faire du palais du gouverneur celui de la résidence du chef de l'État. Et depuis 1908, Koulouba demeure la colline du pouvoir.
Une création sur le choix, hein, dirigée à cet endroit précis, le pouvoir. On ne peut qu'y voir la référence justement au mont Olympe. Oui, alors Koulouba est bien sûr, c'est la grande colline. C'est ça. Et c'est bien Edgar de Trintignant qui a en effet l'idée, en 1899, de construire sur le sommet de cette colline la future cité administrative qui accueillerait le pouvoir central de la colonie, qui restera jusqu'en 1908 à Caille. D'accord. Donc c'est lui qui construit le premier bâtiment sur la colline de Koulouba, l'embryon de la future cité qui sera construite entre 1904 et 1908, un peu plus de 5 ans après. Ce bâtiment existe toujours. Et ce bâtiment fait honneur en même temps au Mali parce que, bon, c'est pas tout le monde qui va à Koulouba non plus, mais quand on y arrive, c'est presque irréel. C'est ce bâtiment sorti de terre, quelque part, comme ça, surplombant toute une ville qui, à l'époque, se construisait aussi et où les premiers habitants arrivaient aussi. Oui, la ville se développait dans la plaine, hein, en contrebas. Et donc, le choix est fait de construire cette cité administrative sur la colline. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de symbolique derrière tout ça. Pour avoir consulté les archives de l'époque, donc les justifications du choix du site, c'était s'éloigner de cette plaine qui était quand même encore assez marécageuse, donc beaucoup de moustiques, beaucoup de voilà, donc beaucoup de maladies. Cette cité européenne, puisque c'était le pouvoir colonial européen qui était dans ses services centraux. Et voilà, prenait de la hauteur pour s'éloigner de ces maladies tropicales qui, les Européens mouraient beaucoup de ces maladies, ils n'étaient pas résistants. Mais également, il y a bien sûr cette symbolique de prendre la hauteur pour diriger. Et voilà, donc le mont Olympe, voilà ce symbole, cette colline avec les dieux perdus dans un brouillard. Bon, voilà. Et je me souviens qu'en 2005, un reportage avait été fait et on avait interviewé des Bamakois. Qu'est-ce que Koulouba représentait pour eux. Et c'était assez marrant d'écouter les réponses. Les réponses. Et, le président ATT avait été interviewé dans la foulée et il avait dit non, mais moi je vis normalement, même si Koulouba c'est quand même très symbolique, mais je vis, voilà, et je mange mon taux également, comme toutes familles maliennes, etc. Donc ça avait été marrant. Ouais, bah oui. Il y a ce lien presque filial entre les Bamakois et vous, les familles fondatrices aussi, parce qu'il y a des liens avec ces familles-là. Oui, tout à fait. Pour mon ouvrage sur Bamako, je ne me suis pas attardé uniquement sur les archives. Donc j'ai été bien sûr interroger ces familles fondatrices pour recueillir leurs versions, recueillir leurs traditions. Et j'ai beaucoup travaillé avec les chefs de l'époque, et hélas tous les trois décédés aujourd'hui, mais le chef de la famille Niaré, Baba Titi Niaré, qui est resté chef longtemps, et ensuite le chef de la famille Touré et le chef de la famille Dravé. Dravé, les trois, voilà, ce sont les trois familles fondatrices de la ville de Bamako, c'est qui ont bien voulu nous recevoir tous. Bon, pas nous directement, mais nos parents, nos grands-parents. Les Dravé, les Touré et les Niaré. Bon, je n'ai pas cité dans l'ordre, hein, je m'en excuse. Et je vous prie de m'en excuser. Votre dernier livre, hein, on va faire une sortie sur ce dernier livre justement qui va aussi parler évidemment de Bamako. On en parle juste un peu ? Oui, il sortira au mois d'avril ou mai prochain. C'est un roman. Donc ce sera mon deuxième roman. Le deuxième roman. Mais cette fois-ci, j'ai voulu qu'il se passe entre Nantes, toujours ma ville d'origine, et Bamako. Donc voilà, un jeune Français va se découvrir des origines maliennes et donc il va enclencher une quête généalogique aussi pour retrouver ses origines qui vont l'amener jusqu'ici. Et ce roman est articulé autour d'un personnage central. Celui-ci s'articulait autour d'Adèle. Et le nouveau roman s'intitulera d'ailleurs, portera le nom de ce personnage, Abderrahmane Touré, surnommé Toubabou Draman. Voilà,
dont on a reçu quelques confidences, bien évidemment qu'on ne dévoilera pas ici. On en parlera dans cette même émission quand le livre sortira, ce qui met malheureusement fin. Peut-être heureusement pour mon invité, mais malheureusement pour nous, la chaîne, met fin à cette conversation agréable que nous avons eue avec le franco-malien. Il l'assume très très bien, comme j'assume moi aussi cette part franco-malienne. Et voilà, on a juste inversé, juste inversé les choses, mais il reste un grand Malien et surtout un grand patriote du Mali qui... le Mali, quand vous sortez du Mali, ça vous manque, hein? Oui, très vite. Très vite, n'est-ce pas? Bon, moi je vis ça, mais c'est dans l'autre sens. Bon. Merci infiniment, Sébastien Philippe. Merci Dia, pour merci beaucoup. avoir répondu à cette invitation. C'est un plaisir. Et nous avons beaucoup appris. Il reviendra à coup sûr pour parler d'autres choses, bien sûr, parce que multicasquette, et ce sera un plaisir. Merci d'avoir été d'un autre. Et c'est fini pour cette émission. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne préférée, TM1, la télé qui vous allume. Et ça se passe ici même à Bamako. À très vite.